One Piece est incontestablement le manga le plus complet et complexe de sa génération grâce à son auteur Eiichiro Oda, qui sait écrire une œuvre très complète avec plusieurs degrés de lecture en cachant plein d'indices et de mystères dans son histoire qui trouvent leur sens ou leur résolution parfois plusieurs dizaines d'années plus tard. C'est ce qu'on appelle le fusil de Tchekhov ou foreshadowing. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à liker et activer la cloche de notification, ça prend 2 secondes, ça aide au développement de la chaîne, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui le feront et bonne vidéo. Créé par le dramaturge russe Anton Tchekhov, le foreshadowing est un procédé narratif par lequel un auteur suggère ce qui est à venir dans son récit à travers des signes avant-coureurs. Dans One Piece, le foreshadowing se fait de 2 façons différentes. Soit Oda suggère ce qui est à venir directement dans son récit à travers des signes avant-coureurs, ce qui contribue à rendre son récit intéressant et captivant, soit il tease des événements à venir via des éléments extérieurs à l'histoire principale comme des color sprays ou des SBS. Dans cette vidéo, on va voir à quel point Oda maîtrise son univers et sa mythologie. Commençons avec le haki. Le terme haki fut mentionné pour la première fois au chapitre 234 lorsque Barbe Noire fit un commentaire sur la prime de Luffy à Jaya. Oda jouait déjà avec le sens littéral des idéogrammes, ici avec celui du haki qui signifie ambition en japonais. Barbe Noire s'étonnait alors que Luffy possédait une telle ambition, un tel haki. Le haki des rois est vu pour la première fois lorsque Shanks l'utilise contre le monstre de la baie pour sauver Luffy au chapitre 1. Le haki de l'armement nous est montré pour la première fois avec le souffle de toute chose et la technique de fendre l'acier que Zoro utilise à Alabasta lors de son combat contre Mr. One. Pour ce qui est du haki de l'observation, il est présenté sur Skypiea par Satori sous le nom de mantra. Tandis que le haki nous sera réellement présenté et expliqué par Rayleigh au chapitre 597 au début de l'entraînement de Luffy. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un foreshadowing anime only, car il s'agit d'une scène qui n'existe pas dans le manga. Dans l'épisode 84, Chopper se remémore Iluluk lui parlant de pirates. Iluluk dit à Chopper: Lorsqu'il parle de cordure, il fait référence au haki de l'armement. Lorsqu'il parle d'une vision aussi personne qu'un aigle, il parle du haki de l'observation. Quant à la voix qui peut fendre le ciel en deux, si vous faites attention, presque à chaque fois que 2 utilisateurs du haki des rois se confrontent, on peut voir le ciel se fendre en deux. Lorsqu'il parle, on peut même voir Roger en arrière-plan. Rappelez-vous, sur Drum Island, dans le volume 15, écrit en 2000, alors que Luffy arpentait la montagne en portant Nami sur son dos, il raconte à Sanji qu'il existerait des hommes vivant dans les montagnes enneigées qui ne dorment jamais. Sanji lui demande d'où provient cette histoire et Luffy lui répond qu'il l'a entendu d'un homme dans un bar de son village. Plus tard, en 2011, dans le SBS du volume 69, Oda nous donne une jolie image de Barbe Noire, enfant, pleurant dans la nuit au lieu de dormir. En 2020, lors du flashback d'Oden, on apprend par Baggy qu'apparemment le jeune Teach n'aurait jamais dormi de sa vie. À ce moment-là, il paraît évident que l'homme du bar qui en a parlé à Luffy était Shanks, et qui lui parlait de Barbe Noire. On notera aussi qu'un seul chapitre avant que Luffy ait cette discussion avec Sanji, le personnage de Barbe Noire nous était introduit pour la première fois. Il y a aussi le cas très connu de Sanji qui nous était introduit comme Mr. Prince devant Crocodile à Alabasta en 2001. Puis il en a remis une couche durant le Devil Backfight en insistant sur sa position de prince. Pendant l'arc Reverse Mountain, au chapitre 101, Nami dit qu'il est impossible de traverser Red Line. Zoro dit qu'il n'a jamais entendu parler de bateaux qui gravissaient les montagnes, tandis que Sanji lui répond que si. Et c'est 20 ans et 740 chapitres plus tard que nous trouvons l'explication à cette réplique. On apprend que Sanji, enfant, a traversé Red Line avec les bateaux du Germa au chapitre 841. Mont Blanc Cricket raconte au chapitre 228 qu'étant enfant, les autres se moquaient de lui juste parce qu'il avait le même sang que son ancêtre à Mont Blanc Norland. Il explique aussi que bon nombre de ses ancêtres ont pris la mer dans le but de rétablir la réputation de sa famille. Sur cette planche, on voit bien tous les Mugiwara devant à l'écouter avec Sanji derrière qui est assombri et mis en valeur. Et c'est là aussi 700 chapitres plus tard que nous découvrirons que sa vraie famille lui faisait subir le même sort et que son père faisait lui aussi tout ce qui était en son pouvoir pour rétablir la réputation de sa famille. C'est toujours pendant l'arc Jaya publié en 2002 que Sanji dit qu'il connaît justement l'histoire de Mont Blanc Norland. Fait étonnant car on sait que cette histoire a été publiée sur North Blue. Il révèle alors à Nami et Usopp qu'il est né là-bas et non sur East Blue comme il le pensait. C'était un indice de plus dissimulé par l'auteur laissant penser qu'il cachait le véritable passé de Sanji. Toujours concernant Sanji, c'est juste avant l'arc Jaya, au fond de l'océan, qu'il découvrira un portrait cassé d'une femme en restant planté là à la regarder. Cette femme fait directement écho à sa mère Sora qui a un petit air de ressemblance avec elle et qui ne sera présentée que sur Whole Cake Island. Un autre foreshadowing avec le fait que Kanjuro était le traître annoncé depuis très longtemps. Dès l'arrivée des fours rouges dans le futur, on peut voir 2 oiseaux. Plus tard, on découvrira que ce sont les oiseaux de Kanjuro qui servaient à informer Orochi. Lors de la première apparition de Kanjuro, on voit qu'il est droitier au moment où il mange sa laitue avec sa main droite. Par la suite, on le verra directement dessiner avec sa main gauche, ce qui annonçait déjà qu'il mentait sur ses talents de dessinateur en faisant exprès d'utiliser sa mauvaise main. Inuarashi dit que Jack est venu sur Zou grâce à une Vive Card. On sait maintenant de qui vient cette Vive Card. Beaucoup de gens savent que le personnage de Ace fut introduit à Drum Island, mais moins savent que son frère Sabo est apparu bien avant lui.
En effet, à Lockdown, au chapitre 99 et 100, on peut apercevoir en noir Sabo observant Luffy d'en bas de l'échafaud. Nous avions déjà la preuve que le personnage était vivant en 1999, une dizaine d'années avant son introduction officielle et sa supposée mort dans le chapitre 588. Tout cela est parfaitement cohérent puisque, rappelez-vous, Dragon y était également présent, et Sabo à ce moment-là était amnésique, d'où le fait qu'il ne soit pas venu en aide à Luffy. Le tatouage de Ace nous donnait lui aussi un indice. Le S, qui semblait être une erreur d'orthographe, indiquait juste le nom de Sabo barré car Ace le pensait mort. Mais c'était également un hommage au drapeau de Sabo. Il y a aussi le chapitre 558 où l'on voit Ace verser le saké dans les coupes. Un petit peu à gauche, nous pouvons apercevoir l'ombre d'une troisième coupe appartenant à Sabo. Il existe dans One Piece un autre type de foreshadowing assez récurrent avec les mensonges d'Usopp qui deviennent réalité. Dans une cover de chapitre, on peut voir Usopp avec un short sur lequel il est écrit Light Turn into Reality, qui se traduit littéralement par transformer les mensonges en réalité. Cependant, certains mensonges datent au moins du volume 4 et sont devenus vrais 400 à 600 chapitres plus tard. Le mensonge d'Usopp le plus connu est Les pirates arrivent, un mensonge devenu vrai grâce à Kuro dans le même arc. Usopp raconte également à Kaya qu'il a affronté un poisson rouge géant qu'il a offert au royaume des lutins. Il rencontrera ce fameux poisson à Little Garden dans le tome 15 et voit ce qu'il appelle le royaume des lutins à Dressrosa avec le royaume des Tontata bien plus tard. C'est au chapitre 115 qu'Usopp montre l'avis de recherche de Luffy à Vivi en lui disant que c'est en réalité l'arrière de son crâne qu'on peut apercevoir sur la photo de la prime qui est mise à prix pour 30 millions de berries. Tandis que c'est qu'au chapitre 435, Usopp se voit attribuer sa première prime avec un montant de 30 millions de berries. Ça va même dans les moindres détails. Prenons par exemple le chapitre 458 dans lequel, pour réveiller Luffy, Zoro et Sanji, Usopp crie « Une splendide demoiselle avec des sables nous a apporté de la viande ». À ce moment-là, il a alors donné la description de Rebecca, qu'on apercevra seulement au chapitre 704. Il existe énormément de mensonges d'Usopp qui deviennent réels, et tous les mettre dans cette vidéo la rendrait bien trop longue. Mais on va finir cette partie sur Usopp avec une petite théorie. C'est au chapitre 713 qu'Usopp ment une fois de plus en affirmant que les tremblements de terre ressentis à ce moment-là étaient liés à son Haki des rois, alors qu'en réalité ces tremblements sont liés au combat qui a eu lieu au même moment entre l'eau Doflamingo et Fujitora. C'est également au chapitre 1024 qu'Usopp fait croire que le Haki des rois présent est le sien alors qu'en réalité il provient du combat de Big Mom contre Law et Kid. Serait-il possible qu'Usopp dévoile le Haki des rois dans un futur proche? Il existe d'autres foreshadowing un peu moins connus comme celui du chapitre 504 dans lequel nous pouvons voir Disco parler à Doflamingo. Doflamingo lui dit que la vente d'esclaves est démodée et que maintenant le vrai business se fait avec les smiles. Alors que c'est qu'au chapitre 685 que les smiles vont faire leur apparition pour la première fois. Au chapitre 69, nous faisons la connaissance de l'équipage d'Arlong ainsi que de leur étrange tatouage. Alors que ce n'est que pendant le flashback de Fisher Tiger au chapitre 621 que l'explication de ce tatouage va nous être expliquée. Au chapitre 301, Robin nous apprend qu'il y a deux sortes de poneglyphes. Elle dit qu'il y a ceux qui informent et ceux qui indiquent où sont les premières. Mais ce n'est que qu'au chapitre 818 qu'on apprendra l'existence des road poneglyphes. La signification de ce qu'est Indi nous est graphiquement donnée sur Skypiea par Luffy qui est l'ennemi naturel du dieu Ener. Mais on ne connaîtra cette signification que pendant l'arc Dressrosa annoncé par Doflamingo lors de son combat contre Luffy. C'est dans le chapitre 696 que l'on peut voir Momonosuke refuser de manger l'oden préparé par Sanji. Il va finalement accepter de le manger avec Kinemon mais en pleurant. Luffy a même supposé qu'il pleurait car le plat de Sanji était succulent, avant que Sanji ne lui dise qu'il doit y avoir une bonne raison. Raison qu'on apprendra seulement sur Wano avec le flashback d'Oden au chapitre 972. Passons maintenant à d'autres types de foreshadowing faits par Oda qui sont un petit peu moins intéressants car ces éléments ne racontent rien mais qui montrent quand même la maîtrise qu'il a sur son œuvre. Restons sur le clan Kozuki. C'est durant l'arc du Davy Bag Fight, au tome 33 sorti en 2004, que nous pouvons trouver dans ce tome une illustration sur laquelle apparaît Robin, Usopp et Luffy en kimono et en tenue de samouraï. Si le premier foreshadowing de cette illustration était de montrer les deux personnages qui quitteraient l'équipage un arc plus tard, le second fait sans appel écho à Wano. Si on regarde bien, on peut voir un dragon oriental rose représentant Momonosuke qui apparaîtra pour la première fois au tome 69. Si on regarde au niveau des jambes de Luffy, on peut y voir le blason de la famille Kozuki sur son vêtement. D'ailleurs, c'est dans un crossover avec Dragon Ball en 2006 qu'on peut également voir Zoro avec le symbole du clan Kozuki. Revenons un petit peu sur les foreshadowing concernant le passé de Sanji. Sur la page de couverture du chapitre 124 qui s'appelle Ce thé est vraiment délicieux, on peut y voir Sanji qui porte une valise avec écrit dessus The Secret. On y voit aussi qu'il pointe du doigt une pancarte sur laquelle il y a écrit Tsuru. On y voit également une grue et un gondolier. Notons qu'au Japon, la grue est symbole de mariage. Sur la valise, on y voit aussi écrit le chiffre 1830 qui correspond au chapitre 830 dans lequel les Mugiwara arrivent sur Whole Cake Island. Mais 1830 correspond aussi à la date à laquelle la Belgique a obtenu son indépendance grâce à une révolution menée par Léopold Ier, prince et troisième enfant de sa famille, tout comme Sanji. Il fut l'époux de Charlotte de Galles qui, comme son nom l'indique, venait du pays de Galles.
qui faisait partie de l'Angleterre et qui est connu comme étant le pays du pudding. Tous ces éléments sont évidemment plusieurs indices concernant le mariage entre Sanji et Charlotte Pudding dans l'arc Whole Island qui se déroule plus de 700 chapitres plus tard. Oda nous a également révélé l'entièreté de l'arc Big Mom dans un color spread avec la Tea Party, Luffy qui va affronter Katakuri, le Tamatemako et Sanji au premier plan. Parlons maintenant de son grand rival de toujours. Dans le flashback de Zoro, on le voit utiliser pour la première fois une épée, il décide de prendre 9 épées. C'est un foreshadowing de sa meilleure technique Ashura qui est elle-même une technique à 9 lames. D'ailleurs, toujours concernant Zoro, le lien qu'il a avec les Shimotsuki de Wano était annoncé dès Little Garden dans un SBS. SBS dans lequel Oda nous a donné la date de naissance de Zoro qui est aussi en novembre, qui est appelé traditionnellement le mois du froid Shimotsuki. C'est toujours dans le flashback de Zoro au chapitre 5 qu'on voit le logo Shimotsuki sur la tenue de Kiyoshiro Shimotsuki. Logo qu'on peut également voir sur la tenue de Zoro, créant déjà un lien entre Zoro et Wano. Logo qui réapparaîtra seulement au chapitre 942, soit 937 chapitres plus tard. Beaucoup le savent, mais Ryoma, le zombie de Thriller Bark, originaire de Wano, était un personnage dans le One Shot Wanted. Le personnage qui a vaincu un dragon était en fait une première version du personnage de Zoro. Le fait qu'il ait battu un dragon semblait donc présager un combat de Zoro face à un dragon. Sur une illustration de chapitre, on peut voir Zoro boire dans un bol sur lequel un dragon y est dessiné. Sur une autre illustration, aux alentours de 2011, on peut voir un dragon et un tigre se faire face. Ici, le tigre symbolise Zoro, car c'est son animal représentatif. Et le dragon représente le dragon qu'il a vaincu sur Punk Hazard. Et c'est également sur Onigashima que Zoro a tranché un autre dragon en la personne de Kaido. Le foreshadowing le plus connu de One Piece est celui concernant la mort de Ace. Dans le color spread du chapitre 520, nous pouvions voir Luffy qui tient dans sa main la carte de l'as de pique, qui ici représente Ace, car c'est son symbole. Mais on aperçoit aussi que Luffy a pioché une carte avec comme dessin Brook, qui ici symbolise la mort. Et ce ne sera que 54 chapitres plus tard, au chapitre 574, qu'Ace connaîtra son funeste destin. Nous voyons les monstres marins qui attendaient la venue de Poséidon dès les tout premiers chapitres. Et pourtant, ils ne seront de retour qu'à l'île des hommes poissons. On pouvait également connaître les chapitres des premières mentions et apparitions de Gear Force. En effet, en mélangeant les chiffres 387 et 478, qui sont les numéros des chapitres dans lesquels on voit Luffy mentionner pour la première fois le Gear 2 à la dernière case et le Nightmare Luffy apparaître pour la première fois, on n'a plus qu'à changer l'ordre de ces chiffres et regarder au chapitre 783 et 784, dans lesquels on voit mentionner pour la première fois le Gear Force à la dernière case et le Gear 4 apparaître pour la première fois. Un énième type de foreshadowing avec les dessins de Luffy qui sont prophétiques. L'homme poisson qu'il dessine au début de la série à Arlong Park revient sur l'île des hommes poissons plus de 500 chapitres plus tard. Luffy dessine aussi Franky bien avant son apparition. On peut très facilement le reconnaître grâce à sa coiffure et aux mots mécaniques présents sur son dessin. Oda nous a également teasé des personnages plusieurs années à l'avance. Cela ne raconte rien mais montre quand même à quel point Oda maîtrise son œuvre. C'est au chapitre 97 que Nami essaye des tenues ressemblant à celles de Robin et de Hancock, qui apparaîtront seulement au chapitre 114 et 516. Rayleigh, lui, est tout d'abord apparu au chapitre 19, tandis que ce n'est que 10 ans plus tard, au chapitre 500, qu'on fera la connaissance de ce vieux personnage. Iyuzu, l'homme poisson qui a perdu contre Zoro, était teasé par Octi au chapitre 84. Et ce n'est seulement qu'au chapitre 630, soit 12 ans plus tard, qu'il fit son apparition. Il y a aussi Jinbe, d'abord teasé au chapitre 69 par Yosaku, alors que ce n'est que 11 ans plus tard, au chapitre 528, que nous le verrons pour la première fois à Impel Down. À la fin de Thriller Bark, Lola nous apprend que sa mère est une très grande pirate. Ce n'est qu'à l'arc Whole Island que Big Mom nous est révélé comme étant la mère de Lola. C'est au chapitre 257 dans lequel Oda insère délicatement Lo et Beppo dans une case, alors que c'est seulement 250 chapitres plus tard qu'on les découvrira. Zunesha, lui, a été teasé dans un color spread plus de 300 chapitres avant son introduction. Et on va finir avec ce dernier foreshadowing dans lequel on nous annonçait déjà que Gold Roger n'était pas le vrai prénom du roi des pirates à Drum. Et il existe encore énormément de foreshadowing qui n'ont tout simplement pas encore été trouvés ou que je n'ai simplement pas mis dans cette vidéo pour éviter qu'elle dure trop longtemps. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à commenter et liker la vidéo car comme dit, ça prend 2 secondes, c'est aide au développement de la chaîne, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Alors merci à ceux qui le feront et salut!